Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mes vidéos, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que ma chaîne soit mieux connue. N'oubliez pas que je suis très invisibilisé par YouTube, donc je compte sur vous. Merci encore à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 19 juillet 2025 et qu'apprend-on? On apprend que Donald Trump, bien entendu, a fait son énième revirement, donc veut redonner des armes à l'Ukraine, aux grandes dames de ses militants d'ailleurs. Et sa nouvelle idée, c'est de tout faire payer à l'OTAN. Ça, c'est à la bouche de Donald Trump. En fait, il veut tout faire payer à l'Union européenne. Alors, comme j'en ai déjà parlé de cette affaire, je ne vais pas y revenir, mais il y a eu des nouveaux rebondissements, puisque qu'apprend-on? On apprend que l'Allemagne, qui, elle, est à fond pour ce projet-là, eh bien, elle se retrouve un petit peu seule. Alors bon, il y a d'autres pays qui sont d'accord sur ce projet commercial de Trump, et je dis bien un projet, parce que rien n'est fait, loin de là, surtout qu'il y a toujours un blocage du Pentagone. Je dis ça comme ça, c'est quand même important. C'est pas la première fois que le Pentagone bloque les décisions de la Maison Blanche et qu'ensuite la Maison Blanche est obligée de taper du poing sur la table pour que le Pentagone débloque un peu ensuite. Je dis bien un peu. Des fois, le Pentagone a le dernier mot. Parce que le Pentagone, lui, il a la tête froide, hein, toujours. Contrairement à ceux qui hantent la Maison Blanche. Donc, disais-je, l'Allemagne est à fond. L'Angleterre, elle a dit oui, mais faut voir les détails. Bon, on va voir. Et par contre, grand étonnement, la France et l'Italie ont tout de go refusé. Ils ont refusé. Alors, l'Espagne se tâte et on a la République tchèque qui se tâte aussi. Voilà. Alors, bon, on a le Danemark et les Pays-Bas, eux, sont entièrement d'accord. Donc là, l'Allemagne, elle, est absolument à fond pour financer toutes les armes qu'il faut pour l'Ukraine. Pas pour l'Allemagne, pour l'Ukraine. Donc Merz devient le numéro un belliciste de cette affaire, dans le sens belliciste pro-guerre avec l'Ukraine, bien évidemment. Mais l'Union européenne a vite déchanté, parce que, bon, certes, il voulait réarmer l'Ukraine, mais sous ces conditions, des conditions, on va dire, très discutables, surtout vis-à-vis de l'Union européenne qui doit absolument tout payer. Voilà. Et en plus, on a un Donald Trump qui a dit à Vladimir Poutine qu'il lui laissait 50 jours avant de se décider à négocier et éventuellement d'avoir un cessez-le-feu, et que s'il n'y avait rien au bout de 50 jours, Trump ferait des taxes douanières de 100% à la Russie. Alors évidemment, ce sont les mots de Trump, et là, comme on le verra plus tard dans les articles, cela confirme ce que je vous disais dans mes dernières vidéos quant à mon interprétation des 100% de taxes douanières à la Russie, c'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas vraiment à la Russie, mais principalement les pays visés, c'était l'Inde et la Chine, un peu la Turquie aussi. Donc en réalité, c'est les clients qui achètent à la Russie qui vont être particulièrement visés. L'Inde et la Chine ont immédiatement hurlé contre les États-Unis. Ils ont dit méfiez-vous, ne faites pas ça, parce qu'il pourrait y avoir des contreparties. Attention, ils n'ont pas parlé de représailles parce que ces deux pays-là sont bien trop pondérés. Alors, sauf quand Wang Yi s'y mêle, hein, n'oubliez pas que Wang Yi avait eu une discussion avec Kaja Kallas, où il avait dit très officiellement devant les caméras du monde entier que la Chine était 100% derrière la Russie et qu'elle ne pouvait pas se permettre que la Russie perde cette guerre. Elle voulait que la Russie
continue d'avancer et même gagne la guerre, cela permettait à la Chine d'avoir une diversion et d'éviter aux États-Unis de se concentrer entièrement sur Taïwan. Et là, je répète les mots du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, devant Kaja Kallas. Attention. Donc voilà, on a eu un sursaut, on va dire, de rébellion de la part de la Chine. Là, ils sont redevenus pondérés. Ils ont dit aux États-Unis, bon, attention, attention, simplement. Bon, en tous les cas, ce pseudo-ultimatum de Donald Trump à Vladimir Poutine, où il dit au bout de 50 jours, s'il n'y a pas un cessez-le-feu, nous appliquerons 100% de taxes douanières à la Russie, en réalité aux clients de la Russie, eh bien ça fait ni chaud ni froid à la Russie, comme l'a déclaré officiellement Dimitri Medvedev. Bien évidemment, Trump s'attendait à quoi avec ce petit ultimatum que tout d'un coup Vladimir Poutine dise oh là là, j'ai peur des 100% de taxes douanières, ah je vais faire un cessez-le-feu, j'arrête tout, je n'avance plus. Non mais vraiment. Donc soit Trump, je m'inquiète énormément pour lui, de ses compétences et de son intelligence, s'il croyait vraiment à ce qu'il disait, ou plus probablement, il ne croyait pas du tout à ce qu'il disait, mais voulait simplement gagner du temps. Voilà, et je pense que c'est plutôt ça. Et quand je parle de gagner du temps, bah, c'est gagner du temps pour Vladimir Poutine, afin que Vladimir Poutine puisse obtenir ses 4 oblasts. Bien qu'en 50 jours, ça peut être un petit peu juste pour obtenir la totalité des 4 oblasts. On verra bien, mais en tout cas, ça me paraît un petit peu juste. Donc peut-être que Donald Trump s'attend à ce que Vladimir Poutine, dans 50 jours, bah, soit assez content du résultat et veuille bien cette fois réellement, sincèrement négocier avec les Américains. Parce qu'il faut dire ce qui est, ça ne se fera pas avec Zelensky. Ça sera la négociation avec Donald Trump, bien évidemment. Donc peut-être que ce gain de temps, ben, c'est pour ça, donner du temps à Vladimir Poutine. Et bon, ou peut-être aussi, je ne sais pas, c'est une idée qui peut être émise, c'est bah, quand Poutine sera complètement victorieux, peut-être que Donald Trump pourra dire, bah regardez, bon bah entre-temps la Russie est complètement victorieuse, à quoi bon continuer à combattre en Ukraine? À quoi bon encore donner des armes en Ukraine? Vous voyez, hein, j'ai tout fait, hein. J'ai vraiment tout fait, mais bah, en vain, hein. Malheureusement, tout ce que j'ai pu faire n'a servi à rien. Faut regarder maintenant les réalités en face, faut laisser tomber l'Ukraine. C'est terminé, et puis bon, je vais m'arranger maintenant pour les détails avec Vladimir Poutine. Voilà. Et puis bon, comme ça, en plus, il ferait d'une pierre deux coups avec son affaire de Jeffrey Epstein. Ça permettrait de calmer sa base, hein, de se rabibocher avec elle, et puis que ça se passe mieux avec ses électeurs, en plus. Donc voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, alors là, on ne sait pas, hein, peut-être, mais cerise sur le gâteau pour Donald Trump, c'est s'il laisse vraiment, vraiment complètement tomber l'Ukraine, l'Union européenne ne pouvant strictement rien faire, la victoire sera totale vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui peut-être continuera à prendre d'autres oblasts, mais Donald Trump aura l'excuse toute trouvée, il dira « Moi, l'Ukraine, c'est plus mon problème, j'ai essayé, on n'y arrive pas, vous le voyez bien, ça sert à rien de continuer, ça fait des morts. Je laisse le tout à Vladimir Poutine, je vais me rabibocher avec Vladimir Poutine, ça va être la paix en Ukraine, et une fois que ce sera la paix en Ukraine, Trump pourra rêver de son prix Nobel de la paix et dire à tous, bah, regardez, grâce à moi, il y a la paix en Ukraine, voilà, il y a la paix avec la Russie, c'est moi qui ai pu amener cela, c'est grâce à moi, voilà, alors que les démocrates, eux, faisaient que des bêtises, ils faisaient la guerre. Moi, regardez, j'ai pu enfin obtenir la paix entre la Russie et l'Ukraine et, entre guillemets, aussi l'OTAN. Peut-être se vantera-t-il de cela. Donc, en réalité, il gagnerait vraiment sur tous les tableaux à faire cela, hein. Bon, nous verrons bien. Donc, l'Union européenne a vite été
on va dire, calmé hein, dans son excitation, en pensant que Donald Trump, ça y est, il allait être contre la Russie à fond, mais en réalité, non, il n'en est rien. Alors, d'autant plus que Donald Trump est empêtré, ou pourrait-on dire plus précisément, il s'est empêtré tout seul dans l'affaire Jeffrey Epstein, qui est un énorme scandale aux États-Unis. Je vous en ai déjà parlé assez longuement dans le point sur l'Ukraine de la semaine dernière. Là, je suis obligé d'y revenir parce que ça devient très grave pour Donald Trump, qui est en train de se faire lâcher par sa base, par ses militants. Et le pire, c'est que Donald Trump renchérit en disant que ses militants ont été dupés par les démocrates. Donc au lieu de rassurer sa base, Donald Trump renchérit. Vous allez me dire, nul étonnement, hein, Donald Trump ne connaît pas la marche arrière, son ego est bien trop démesuré, hein, péché d'orgueil et de narcissisme, hein, comme toujours avec Donald Trump. Donc jamais il avouera ses fautes, bien sûr. En tous les cas, ce retournement sur l'affaire Jeffrey Epstein, où il devait tout révéler et au final ne rien révéler, se retourne totalement contre lui, mais à un point très grave, disais-je. Donc un point tellement grave qu'il a dit à Pam Bondi, qui est le procureur général des États-Unis, de révéler quelques petits faits de l'affaire Jeffrey Epstein. Bon, et Pam Bondi a dit oui, on va regarder ça, on va voir ça. Mais bon, évidemment, on sait très bien que rien ne va ressortir de tout cela. Là, il a lâché un peu de lest uniquement pour enlever un peu de pression à la cocotte minute, parce que là, ça commence à partir dans tous les sens. On a Elon Musk qui le lâche, Tucker Carlson qui le lâche, ça c'est un très gros coup. Le colonel McGregor qui lâche Trump, alors que pourtant c'est un grand Trumpiste. Glenn Greenwald, un grand journaliste américain qui aussi commence à lâcher Trump. Dan Bongino, le chief deputy du FBI, c'est-à-dire le sous-directeur du FBI, commence à lâcher Trump aussi. On a le chef du FBI, Patel, qui lui aussi commence à se poser des questions en disant si Dan Bongino, c'est-à-dire son second, s'en va, bah, je m'en vais avec lui. Donc rien ne va plus chez les républicains côté Donald Trump, qui commence à se faire lâcher même par ses plus grands soutiens. Donc Donald Trump s'en rend-il compte? Se rend-il compte de la gravité de la situation le concernant? Alors certes, là c'est son second et dernier mandat, il n'a plus à se préoccuper d'une réélection. Donc là j'ai envie de vous dire, bon bah tout va bien entre guillemets pour lui, sauf s'il y a un impeachment, un empêchement qui est fait sur sa personne, mais là ça n'arrivera jamais. Donc Trump est au bord du précipice en réalité politique. Alors il peut être détesté même par sa base. Certes, ça ne le gênera pas dans sa politique, mais ça va encore entamer sa réputation qui était déjà à zéro, hein. Il faut dire ce qui est, hein. Tout simplement, il faut dire la vérité. Donc, il faut savoir que cette affaire de Jeffrey Epstein est apparue juste après qu'il ait reçu Benjamin Netanyahou à Washington. Hein, je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, je le répète puisque c'est très important. Alors, est-ce que Donald Trump a subi d'énormes pressions extérieures, voire du Mossad? On ne le sait pas. Ou est-ce lui tout simplement tout seul pour faire plaisir à Israël qui lui tient tant à cœur et Benjamin Netanyahou étant son grand ami? Alors vous allez me dire quel est le rapport avec Israël et Jeffrey Epstein? Eh bien, une grosse rumeur est apparue aux États-Unis il y a de cela quelques semaines et qui prend énormément d'ampleur. Attention, je ne confirme absolument rien, je ne fais que reprendre cette rumeur. Et la rumeur est celle-ci, c'est-à-dire que Jeffrey Epstein est en réalité un agent du Mossad qui avait comme mission d'avoir des affaires sur les grands politiciens américains.
afin d'avoir une influence sur eux, tout simplement en les faisant chanter. Donc bon, c'est la vieille méthode, très 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 vieille méthode, c'est-à-dire de faire chanter les hommes politiques pour des affaires de sexe, sauf que là c'est un petit peu plus grave, parce que là c'est la pédophilie internationale. Et donc en gros, Jeffrey Epstein, son boulot c'était de monter des affaires afin de coincer les grands hommes politiques américains, surtout du Congrès, afin que Israël ait toujours une influence totale sur la politique extérieure américaine. Et apparemment, ça marche très très bien, étant donné ce qu'a fait Donald Trump. Encore une fois, si cette rumeur est vraie, bien évidemment, moi je ne confirme absolument rien. Ça peut être Donald Trump tout seul. N'oublions pas que dès son premier mandat, Donald Trump a absolument tout fait pour Israël, mais vraiment tout, hein. Donc là, il continue simplement sa politique vis-à-vis d'Israël. Voilà. Et en plus, comme je vous l'ai déjà dit, concernant l'Ukraine, de toute manière, ça part en vrille. Depuis déjà 1 an et demi, 2 ans. On sait très bien que la Russie va être victorieuse. Les quelques armes qu'on va donner à l'Ukraine ne changeront strictement rien, comme tout le monde le sait d'ailleurs. Et en plus de ça, ça part très mal, puisqu'on a déjà la France et l'Italie qui ont donné un nom très franc sur ce marché proposé par Donald Trump quant à la donation de l'armement à l'Ukraine via uniquement des armes américaines, et que l'Union européenne paierait. Donc la France et l'Italie ont dit non, on ne paiera pas les armes pour l'Ukraine. Donc ça part très mal. Il y a une cacophonie au sein de l'Union européenne. Bon, bref, comme d'habitude dans cette vidéo, il y aura bien d'autres sujets très très intéressants à ne pas manquer. Et avant de commencer sur les articles, je vais vous montrer une petite vidéo de Yakovlev, hein, qui passe souvent sur les plateaux de LCI. Et c'est une petite chose que j'ai trouvée sur internet. Je vous montre cette petite vidéo qui vous montre le niveau de désinformation quand même qu'on peut entendre dans les grands médias là sur LCI. Donc ce petit extrait où vous voyez le général Yakovlev se ridiculiser tout seul est absolument génial. Bon, regardez ça. Voilà, allez, commençons. Est-ce que l'armée russe, aujourd'hui, est toujours en état, sur le terrain, militairement, d'avancer, de faire reculer les Ukrainiens? Est-ce qu'elle a les équipements nécessaires, les hommes nécessaires, les armes nécessaires? Je n'y crois pas. Ils n'ont plus d'armée. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont plus d'armée et ils ne sont pas en train d'en reconstituer une autre. Il a perdu et il ne le sait pas encore. Et donc cette armée-là, là, elle est en train de mourir. Alors, ça viendra par morceaux. Donc ces gens-là sont épuisés et incapables d'action offensive pour déstabiliser les Ukrainiens. Non, ils ne peuvent plus. Alors maintenant, on va leur donner 300 000 têtes de bétail avec des kalachnikovs rouillés. Pour repartir vers l'avant, c'est vide de sens. Comment retourner sa veste à ce point? Ça sera la honte sur nous si l'Ukraine perd. Honte à l'Europe, honte à la France si nous laissons l'Ukraine perdre. La reconquête est impossible, on le sait depuis 3 ans, quoi que vous disiez. Ah non, vous avez dit l'inverse, mon général. Non, on a toujours dit que l'Ukraine n'avait pas les moyens de reconquérir. On va commencer par une petite information d'Ukraine qui vient du grand journal ukrainien Ukrinform, qui nous dit que Zelensky a proposé à la Verkhovna Rada, donc le Parlement ukrainien, de prolonger la loi martiale et la mobilisation générale en Ukraine de 90 jours, soit jusqu'au 5 novembre 2025. Alors c'est un projet de loi qui a été déposé par Zelensky. Nul doute qu'il sera adopté par le Parlement, la Rada, bien évidemment, ce qui montre une tyrannie absolument totale, mais aussi un pouvoir absolu de Zelensky en Ukraine. Il fait ce qu'il veut, vraiment ce qu'il veut. Et il n'y a aucun député à la Rada qui irait contre Zelensky, car on a vu ce qu'il en était des vrais opposants politiques à Zelensky,
ou des opposants tout court, hein, même militaires, eh bien, ils finissent dans un cercueil. Donc c'est très dangereux d'être un opposant à Zelensky. Donc Zelensky a tous les pouvoirs en Ukraine. Alors Anadolu Ajansi, là, nous dit « Le chef de l'OTAN prévient que le Brésil, la Chine et l'Inde pourraient être frappés par les sanctions américaines. Mark Rutte appelle les dirigeants de ces pays à user de leur influence sur le président russe pour des pourparlers de paix, car cela pourrait vous frapper très durement. » Vous vous imaginez un peu le culot de Mark Rutte, hein, ce soi-disant chef de l'OTAN qui obéit aux ordres des États-Unis, bien évidemment. Donc il menace tranquillement le Brésil, la Chine et l'Inde. Alors pour la Chine et l'Inde, ce sont les fameux 100% après les 50 jours. Et le Brésil, pareillement. Mais en plus, le Brésil, là, vient de se prendre 50% de taxes douanières par simple vengeance sur le Brésil, parce que le Brésil persécute Bolsonaro, donc l'ex-président brésilien, juste parce que le Brésil persécute, entre guillemets, hein, évidemment, l'ex-président brésilien, qui est un grand ami de Donald Trump, Donald Trump, parce qu'il n'est pas content que ça se passe comme ça pour son grand ami Bolsonaro, donne 50% de taxes douanières au Brésil. Voilà. Donc ça s'ajouterait aux sanctions de 100% que Donald Trump a décidé après les 50 jours concernant l'Ukraine. Voilà, donc Donald Trump fait encore une fois du Donald Trump, sauf que là c'est l'outrance la plus extrême, où carrément il fait des taxes douanières au Brésil par simple ressentiment vers le Brésil et par amitié avec Bolsonaro. Et oui, on en est malheureusement là avec Donald Trump. Ici, on a le grand journal américain qui est républicain, qui s'appelle The American Conservative, qui nous dit la fin très triste de la guerre en Ukraine, davantage d'armes pour Kiev ne feront que prolonger l'inévitable défaite. Alors ça, c'est bien que dans un grand média, on ait enfin cette vérité évidente qui apparaît. Donc là, c'était au 10 juillet, donc ça, c'est une bonne chose. Et là, il nous dit... L'histoire de la guerre en Ukraine est une histoire qui n'a jamais eu besoin d'être racontée. Les États-Unis et l'OTAN auraient pu négocier avec la Russie pour éviter la guerre. L'Ukraine aurait pu négocier la paix avec la Russie peu après le début du conflit. Les États-Unis ont refusé ces deux options et la volonté de l'Ukraine de combattre la Russie a été achetée par de fausses promesses. L'Ukraine s'est vue promettre tout le soutien militaire nécessaire, aussi longtemps qu'elle en aura besoin pour défendre son droit à rejoindre l'OTAN, prendre sa place dans l'Union européenne et se réorienter vers l'Occident, reconquérir l'ensemble de ses territoires perdus et affaiblir et vaincre la Russie. Aucune de ces promesses n'a été tenue et l'histoire de l'Ukraine connaît une fin bien triste. Alors juste une petite aparté comme ça, des American Conservative et pro-ukrainien à fond. Hein. Eux, ils voulaient que l'Ukraine gagne la guerre contre la Russie. Je dis ça comme ça, c'est très important de le savoir. Le problème le plus immédiat pour l'Ukraine se situe sur le champ de bataille. Le discours des médias occidentaux a résisté à la réalité. La Russie est en train de gagner la guerre depuis longtemps. Lorsqu'ils n'ont plus pu occulter cette réalité, les médias ont refusé de mentionner l'avancée russe sans la qualifier de lente ou lourde ou aux lourdes pertes. Donc là je traduis parce que bon c'est mal traduit. Là ça veut dire en gros que les médias qui veulent occulter la réalité disent que les avancées russes sont lentes et qu'ils subissent de lourdes pertes. C'est comme ça qu'ils cachent la réalité des choses. C'est ce que disent les American Conservative. C'est extrêmement lucide. Enfin la lucidité, malgré que ce média pro-ukrainien, pourtant, a toujours été contre la victoire russe, et a toujours été contre la Russie. Mais là, ils sont bien obligés d'admettre la réalité des choses. Enfin, j'ai envie de vous dire. Alors là, on va revenir au nouveau feuilleton de l'été qui passionne les foules, c'est-à-dire la décision surprenante, un revirement de Donald Trump, d'envoyer à nouveau des armes à l'Ukraine.
Donc là, Politico nous dit Trump accepte d'envoyer des armes à l'Ukraine. Le président a déclaré que les alliés européens paieront pour les systèmes qui proviendront des stocks américains. Là, on nous dit les armes d'une valeur de milliards de dollars seront fabriquées par l'industrie de défense américaine et financées par les pays européens, a déclaré Trump. Vous notez, hein, on n'oublie jamais côté américain le complexe militaro-industriel. On n'oublie jamais, hein, celui-là. C'est la chose la plus importante qu'il faut garder en tête. Toujours, hein, pour le gouvernement américain, surtout de Trump. Nous avons conclu un accord aujourd'hui. Nous leur enverrons des armes et ils les paieront. Vous notez toujours le petit côté commercial de Trump. Donc, a déclaré Trump, précisant que l'OTAN coordonnerait les transferts d'armes. Déterminé depuis longtemps à transférer une des plus grandes parties du fardeau de la défense transatlantique à l'Europe, Trump a souligné à plusieurs reprises que les armes vendues à l'Europe étaient les meilleures au monde, ah bah oui bien sûr, et généreraient des milliards de revenus, et surtout que la guerre avait commencé sous la direction de son prédécesseur. Vous notez que là Trump fait du Trump, donc déjà bien sûr il souligne le côté commercial, toujours, il faut toujours un côté pécunier dans les paroles de Donald Trump, et il précise que les armes américaines sont les meilleures au monde, donc le petit côté vantardise, on va dire, des États-Unis. Encore une fois, on reparle des milliards de revenus que ça va générer, et surtout que c'est pas du tout de sa faute. C'est son prédécesseur Joe Biden qui a fait tout cela, qui a fait que l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Bien entendu, ce n'est pas la guerre de Trump, a-t-il déclaré à un moment donné. Nous sommes ici pour tenter de la terminer et de la régler. Et quel meilleur moyen pour terminer cette guerre et de la régler que de faire un renvoi des armes à l'Ukraine, exactement comme a fait son prédécesseur Joe Biden. C'est-à-dire, le meilleur moyen de terminer cette guerre, c'est de faire comme son prédécesseur Joe Biden. Et oui, de continuer à fournir des armes à l'Ukraine, aux grandes dames des militants MAGA. Voilà, les militants MAGA sont pas du tout contents. Mais, comme tout bon feuilleton, on a un retournement de situation ou un coup de théâtre. Ces derniers mois, le Pentagone a suspendu à 3 reprises l'envoi d'une aide promise. Et à chaque fois, la Maison-Blanche a annulé cette décision. Ça, c'est important à savoir, ça. Le dernier blocage en date a eu lieu ce mois-ci. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth et son chef de mission Elbridge Colby ont bloqué le transport des milliers de missiles et de munitions de défense aérienne en attendant leur arrivée en Pologne. Cette décision a surpris de nombreuses personnes au sein du département d'État et de la Maison-Blanche et a choqué les alliés européens qui n'ont pas été informés de l'arrêt. Alors, étant donné qu'il y a eu ce précédent, est-ce qu'encore une fois, le Pentagone va bloquer ce que décide Trump? Est-ce que le Pentagone va bloquer les patriotes, par exemple, entre autres choses? Nous verrons bien. En tous les cas, si le Pentagone fait ça, ils vont à nouveau choquer les alliés européens. Nous verrons bien. Toujours dans la continuité du feuilleton, on a le New York Times qui nous dit « Derrière les propos virulents de Trump à l'égard de la Russie, des doutes et des détails manquants. » Tiens. Les responsables du Pentagone ont déclaré que les détails étaient encore en cours d'élaboration et que les experts doutaient de la menace de M. Trump d'imposer d'énormes droits de douane aux partenaires commerciaux russes. Et bien c'est comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente concernant ces fameux droits de douane de 100% au bout de 50 jours, qui était la menace officielle de Trump envers la Russie. Je vous avais dit qu'en réalité, c'était pas 100% de droits de douane infligés à la Russie, mais aux clients de la Russie. Voilà, donc là tout est confirmé, et là évidemment les 2 gros clients de la Russie qui ont une influence mondiale énorme, c'est la Chine et l'Inde, et évidemment imposer 100% de droits de douane en réalité à la Chine et l'Inde, c'est quand même très problématique. Donc là, le plus important à souligner, c'est ici, M. Trump a déclaré que les États-Unis vendraient ses armes aux pays européens,
qui les expédiera en Ukraine ou les utiliserait pour remplacer les armes qu'ils envoient au pays à partir de leur stock existant. Mais les responsables du Pentagone ont déclaré plus tard que de nombreux détails étaient en cours d'élaboration. Ça veut dire que c'est qu'un projet fumeux, ça, en traduction en réel. Les experts ont également mis en doute la crédibilité de la menace de M. Trump d'imposer des droits de douane de 100% aux partenaires commerciaux de la Russie. Tiens, c'est ce que je vous avais expliqué. Si le président russe, Vladimir Poutine, n'acceptait pas un cessez-le-feu dans les 50 jours. Donc ça touche bien les clients de la Russie et non pas la Russie elle-même. Et pourquoi ? Parce que la Russie elle-même n'a qu'environ que 3 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec les États-Unis, ce qui est tellement peu que ça ferait rien du tout. Donc bien évidemment, là on parle des clients commerciaux de la Russie et bien entendu de la Chine et l'Inde, qui de toute manière ne l'accepteraient pas. Ils seraient complètement braqués contre les États-Unis. Ça ne serait jamais accepté. Donc c'est pour ça que en réalité, les experts ont un doute quant à la crédibilité de cette menace. Bien sûr qu'il ne fera pas ça et que ce n'est que du bluff, tout simplement pour faire pression sur la Russie, tout simplement. Cela dit, je ne comprends toujours pas Trump, quoi. J'espère, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qu'il joue la comédie et qu'il ne croit pas ce qu'il dit. Et qu'en réalité, ces taxes, cette pression sur la Russie n'est que du bluff, n'est que du spectacle pour calmer tous ceux qui font pression sur Trump. C'est ce que je pense tout du moins. Je l'espère, car si Trump est vraiment sincère, c'est un cas désespéré. Donc j'ose penser qu'en réalité, il ne fait que gagner du temps et essayer de calmer les néocons de son camp. Bon, l'avenir nous le dira. Alors, encore une fois, hein, le feuilleton a des rebondissements. Hein. Là, Trump à Zelensky, pouvez-vous frapper Moscou et Saint-Pétersbourg ? Un entretien au cours duquel Trump aurait encouragé le président ukrainien à frapper Moscou et Saint-Pétersbourg afin de contraindre les Russes à négocier. Selon le Washington Post, Trump envisage également d'envoyer des missiles de croisière Tomahawk à Kiev, bien qu'ils ne figurent pas encore sur la liste officielle des armes incluses dans l'accord. Trump a évoqué la question lors d'un entretien téléphonique avec Zelensky le 4 juillet, selon le journaliste du Washington Post David Ignatius, citant des sources anonymes. Il a demandé à Zelensky pourquoi il n'avait pas encore attaqué Moscou. « Nous pouvons le faire, mais seulement si vous nous fournissez les armes nécessaires », a répondu le président ukrainien. Trump aurait ensuite conseillé à Zelensky de forcer Poutine à se rendre à la table des négociations, notamment en attaquant Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc vous voyez que Trump fait du Trump, donc c'est toujours dans le grand n'importe quoi. N'oublions pas la vidéo que j'avais faite précédemment où dans les gros titres je vous mettais que Trump voulait bombarder Moscou et Pékin, vous vous souvenez? Et là maintenant il incite Zelensky à vouloir frapper Moscou et Saint-Pétersbourg. Et Zelensky répond « Oui, pourquoi pas, mais seulement si vous nous fournissez les armes nécessaires. » Et là, Trump, il pense au Tomahawk. Voilà. Et on a même parlé des JASSM, c'est-à-dire les missiles de croisière américains qui sont très similaires aux Storm Shadow et Scalp français, ainsi qu'aux Taurus. Bon, ils ont quasiment les mêmes caractéristiques que les Storm Shadow, hein, les JASSM. Donc, bref, ces armes-là étaient discutées apparemment, d'après le Washington Post. Hein. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'était dit dans le Washington Post. Attendez, ce n'est pas fini, le feuilleton continue. Alors, la suite du feuilleton, Trump affirme que l'Ukraine ne devrait pas cibler Moscou. Les propos du président américain font suite à un rapport selon lequel il aurait encouragé Kiev à intensifier ses frappes à l'intérieur du territoire russe. Donc il demandait à Zelensky de frapper l'intérieur du territoire russe.
Là, on a le président américain Donald Trump a déclaré que l'Ukraine ne devrait pas cibler Moscou après avoir demandé au président ukrainien Zelensky si Kiev pouvait frapper la capitale russe s'il fournissait des armes à longue portée. Relisez bien ce paragraphe, c'est très important, hein. Et là, vous y verrez toute la contradiction, hein. Trump a fait ses commentaires après que le Financial Times a rapporté mardi que le président américain avait encouragé Zelensky à intensifier ses frappes en profondeur sur le territoire russe lors de leur appel du 4 juillet. En réponse à une question posée mardi sur la question de savoir si Zelensky devrait cibler Moscou, Trump a déclaré aux journalistes à la Maison-Blanche qu'il ne devrait pas le faire. Trump a également déclaré aux journalistes que nous n'envisageons pas de fournir à Kiev de missiles à plus longue portée. Alors ces missiles discutés, c'était les Tomahawk et les JASSM. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a semblé confirmer la discussion dans une déclaration fournie à plusieurs médias, mais a déclaré qu'elle avait été sortie de son contexte. Le président Trump posait simplement une question, sans encourager de nouveaux meurtres, a déclaré Leavitt, dans une déclaration fournie à des médias tels que ABC News et USA Today. Donc en gros, elle dit non, c'est sorti de son contexte, mais oui, il a vraiment dit ça, hein, mais sorti de son contexte. Donc vous voyez que Trump se contredit. J'ai l'impression qu'il a vu la gaffe qu'il a faite avec Zelensky en proposant de frapper Saint-Pétersbourg et Moscou si il donnait les bonnes armes à Zelensky. Zelensky, bien entendu, répond bah oui, donne-moi les bonnes armes, je le ferai. Et là, tout d'un coup, tout le courage est envolé côté Donald Trump. Et le lendemain, il dit ah non, moi je dis qu'il ne faut pas que Zelensky cible Moscou. Ah non. Et en plus de cela, je ne fournirai pas les armes à longue portée à l'Ukraine. Voilà. Donc c'est quand même assez étonnant, hein. C'est marqué là, hein. Nous n'envisageons pas de fournir à Kiev des missiles à plus longue portée. Les Tomahawk et les JASSM. Voilà, bon. C'est du Trump, quoi, habituel. Donc la confirmation de The War Zone, hein. Donc Trump, pas de missiles longue portée pour l'Ukraine. Rapport sur la situation en Ukraine, les États-Unis ne fourniront pas à Kiev de nouvelles armes avancées à longue portée pour attaquer la Russie, alors que les espoirs d'un accord de paix s'effondrent. Donc comme c'est dit dans l'article, et comme je vous l'ai déjà dit, pas de Tomahawk, pas de JASSM, donc pas de missiles de croisière américains pour Kiev. Alors évidemment, Zelensky va être extrêmement frustré. Attendez, on est bientôt à la fin du feuilleton. Et on arrive à la fin du feuilleton avec NDTV World qui nous dit Donald Trump sur l'affaire Jeffrey Epstein. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je parle de Jeffrey Epstein? Aucun rapport avec l'Ukraine. Alors aucun rapport, oui et non. Il y a un rapport parce que c'est Donald Trump. Hein, Donald Trump qui était très bon ami avec Jeffrey Epstein. Voilà. Et donc là, on apprend par NDTV World, Donald Trump est confronté à la rupture la plus grave de sa carrière politique avec sa base de droite réputée pour sa loyauté en raison des soupçons selon lesquels son administration dissimule des détails sordides des crimes de Jeffrey Epstein. Et je vais vous en dire un peu plus. Je ne vais pas vous lire tout l'article, il est trop long, mais déjà ce que j'ai souligné. Trump a répété son affirmation selon laquelle les dossiers Epstein avaient été inventés par ses prédécesseurs démocrates à la Maison-Blanche, même s'il a déclaré à plusieurs reprises pendant la campagne électorale qu'il publierait probablement donc tous les dossiers vis-à-vis de cette affaire. N'oublions pas que J.D. Vance a été comme d'habitude le plus bruyant là-dessus, ainsi que le fils de Donald Trump. Le fils de Donald Trump avait parlé de cette affaire Epstein qu'il fallait tout dévoiler. Hein, le fils de Donald Trump. Ensuite, on a « Je ne comprends pas pourquoi l'affaire Jeffrey Epstein pourrait intéresser qui que ce soit », a déclaré Trump aux journalistes, ajoutant « C'est un sujet assez ennuyeux. Le mouvement Make America Great Again du président, longtemps considéré comme un article de foi que les élites de l'État profond protègent les associés les plus puissants d'Epstein au sein du Parti démocrate,
et d'Hollywood. Trump fait face à une indignation croissante depuis que son administration a effectivement mis fin aux théories du complot liées à Epstein, qui sont devenues des obsessions du MAGA, donc de ces militants MAGA. Et oui, donc les MAGA, eux, voulaient absolument la vérité sur l'affaire Epstein, puisque moult grands de ce monde y sont reliés, comme Obama, Bill Clinton, Bill Gates, le prince Andrew, mais bien d'autres, bien d'autres encore. Et qui sait, peut-être aussi Donald Trump. Donald Trump qui, lui aussi, avait dit qu'il allait dévoiler toute l'affaire Jeffrey Epstein, fait un 180 degrés et maintenant dit « Oh bah non, je veux plus qu'on parle de cette affaire ». Et il parle vraiment comme ça aux journalistes. Hein. Je veux plus qu'on parle de cette affaire, c'est ennuyeux, bon bref, etc. etc. Les propos de Donald Trump sont de plus en plus ridicules. Dire que l'affaire est plutôt ennuyeuse, que oui, bon, ce n'est pas grave, et puis que de toute manière, c'est une affaire complètement inventée par les démocrates, par Hillary Clinton, par Bill Clinton, par Obama. C'est ce qu'il dit, hein, Donald Trump. Hein. Donc le problème, c'est qu'à vouloir cacher cette affaire qui est un immense scandale, eh bien, il peut tomber, Donald Trump. Il peut tomber. Il y a de plus en plus de vidéos qui circulent avec des militants Trump qui brûlent leur casquette MAGA devant les caméras. C'est-à-dire que là, à vouloir soit se protéger, soit protéger une entité quelconque, je ne sais pas, eh bien Trump risque sa carrière politique là aux États-Unis. Donc c'est extrêmement grave pour Donald Trump qui voit même sa base se retourner contre lui. On a des grands des médias comme Tucker Carlson, Glenn Greenwald, Candace Owens ou encore Judge Napolitano, Colonel McGregor, etc. Et d'autres encore, des grandes voix médiatiques pro-Trump qui commencent à se retourner contre Trump. Le premier, c'était Elon Musk, hein, qui lui connaissait exactement ce qu'il en était de l'affaire Jeffrey Epstein. Alors pour clore définitivement ce feuilleton, la conclusion c'est que Trump, et c'est très très important à noter, a changé à 180 degrés concernant l'histoire Epstein juste après la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Et c'est juste après qu'il a changé de version. Donc peut-être que ceci explique cela. Alors maintenant, si on veut défendre absolument Donald Trump, qui décidément est son pire ennemi, eh bien on pourrait dire que peut-être a-t-il subi des pressions très très puissantes. Je ne le sais pas. Peut-être de la part d'Israël d'ailleurs, qui lui a dit, soit c'est une menace sur sa vie, soit c'est ils vont le ruiner, quelque chose dans ce goût-là. Encore une fois, là, ce ne sont que des supputations lancées en l'air. Mais voilà, soit il a changé d'avis comme ça, du fait qu'il a toujours été pro-israélien à fond, mais bon, c'est quand même un 180 degrés très étonnant qui choque même ses militants, ou plutôt c'est la pression faite par Benjamin Netanyahou, qui semble apparemment l'hypothèse la plus plausible et la plus probable d'après ce que j'ai lu. Donc peut-être craint-il pour sa vie. N'oublions pas qu'il y a eu 2 tentatives d'assassinat sur sa personne, hein. Faut jamais oublier cela. Ou peut-être encore, Jeffrey Epstein avait des affaires sur Donald Trump, et Benjamin Netanyahou en a profité pour le faire chanter quand il est venu à Washington, en disant tu sais, on a des affaires te concernant, si tu n'obéis pas, eh bien on va dévoiler ces affaires au grand public et on va détruire ta vie. Peut-être que Benjamin Netanyahou a fait chanter Donald Trump. Bon, on ne saura pas le fin mot de l'histoire de toute manière, mais en tout cas, on sent Donald Trump dans une très très mauvaise position.
Alors soit lui il s'y est mis lui-même en tout d'un coup changeant d'avis, mais il voit bien que il est en train de détruire sa carrière, il est en train de perdre ses militants MAGA, ou alors Benyamin Netanyahou le fait chanter. Voilà. Moi je ne vois que ces deux choses-là, hein. Sinon ça reste incompréhensible. Ou alors Donald Trump est complètement idiot et il fait n'importe quoi. Bon, je ne crois pas trop à cette troisième option. Mais bref, on ne saura jamais la vérité. Donc, l'avenir nous dira ce qu'il adviendra de Donald Trump. Ici, Politico nous parle de la ruse de Donald Trump pour armer l'Ukraine tout en faisant en sorte que les États-Unis ne payent rien. Et là, Politico nous dit les dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ont salué cette annonce comme un signe du grand leadership du président américain suivant la première règle dans les relations avec Trump, féliciter l'homme. Ils sont gentils, en gros, faut flatter Donald Trump, c'est marqué dans Politico, hein, direct. Donc ils ont compris la première règle, flatter Donald Trump. Monsieur le Président, cher Donald, c'est vraiment énorme, a déclaré Rutte assis aux côtés de Trump dans le bureau ovale. L'Allemagne est massivement investie dans ce plan, a déclaré M. Rutte, qui a rencontré le chancelier Merz à Berlin la semaine dernière. En privé, des responsables allemands affirment que l'initiative est une idée allemande en réalité, pas de Donald Trump, mais allemande, de Merz, qui est tellement fanatique pour aider l'Ukraine. Donc vous voyez, là c'est juste pour vous montrer à quel point l'Allemagne est totalement impliquée en Ukraine et veut aider à tout prix l'Ukraine, quitte à détruire le pays économiquement, parce que c'est ce qu'il est en train de faire, hein. Donc il est en train d'appauvrir considérablement le pays pour donner des subsides à la défense, des subsides qui ont des montants absolument gigantesques. Peu lui importe, Merz ne pense qu'à la guerre à l'Ukraine, il ne pense pas à son pays, et d'ailleurs ça nous rappelle certains Starmer. Et le dernier article, c'est Politico, on a Starmer et Merz trouvent leur bonheur, la guerre. Le dirigeant allemand profitera de sa visite à Londres jeudi pour finaliser un vaste pacte qui accorde une grande importance à la coopération en matière de sécurité. Et oui, ils font une alliance militaire, hein, les Anglais et les Allemands, pour se protéger l'un l'autre, hein. On en arrive quasiment au pacte d'alliance entre la Russie et la Corée du Nord, hein. On en arrive là, hein, quasiment, hein. Donc pourquoi Politico nous dit trouvent leur bonheur la guerre? Car en leur pays, Starmer et Merz ne parlent que de la guerre en Ukraine et comment aider les Ukrainiens. Ils ne parlent que de ça. Tout ce qui est domestique de leur propre pays, ils n'en parlent quasiment jamais. Voilà. Donc c'est quand même un énorme signe, hein. Donc c'est pour dire que ça va tellement mal dans leur pays qu'ils parlent de la seule chose dont ils ont une quelconque maîtrise, entre guillemets, hein. Et puis ça fait diversion de tous les malheurs de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Bien évidemment, c'est une diversion bien commode, la guerre. Parler que de la guerre. Voilà. Ça permet aussi en même temps de distiller l'angoisse et la peur dans l'âme de leur propre peuple, et donc cela permet de mieux contrôler les peuples, tout simplement, et de leur faire accepter tout et n'importe quoi. Par exemple, des augmentations d'impôts, de taxes, etc. Bref, nous verrons bien, mais en tous les cas, Starmer, Merz, Macron, on a là un trio gagnant pour l'Ukraine, hein. L'Ukraine pourrait être vraiment très fière de ses chefs d'État. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.